m'appelle Alison Bachta. C'est un privilège de gérer la session d'aujourd'hui sur l'éducation dans les zones de conflit armé. Avant de commencer, nous allons prendre le temps de présenter les organisations qui sont ici et qui soutiennent notre cause aujourd'hui. Donc, merci d'être là aujourd'hui pour travailler au droit à l'éducation et à la protection contre les attaques. Vous allez donc continuer à travailler ici aujourd'hui avec vos collègues. Je voudrais remercier les agences qui font partie de Cluster pour l'éducation. Vous avez la traduction en anglais, français et arabe à disposition. Je voudrais également dire qu'il y a eu quelques changements sur le programme des intervenants. Et notre panel d'origine avait des speakers du secrétaire général du répertoire de l'UN avec Mme Florida Sichi et malheureusement, à la dernière minute, ils ont dû se déconnecter. Mais d'autres membres de leur équipe sont là pour les représenter et nous aider à clarifier toutes les questions que nous pourrions avoir sur leur travail. Pendant la journée d'aujourd'hui, donc je voudrais que vous accueilliez Myrène Beto et Mila Silnova. Cet événement sera de 90 minutes et nous vous invitons à rester jusqu'à la fin. Le webinaire sera enregistré et une interprétation est disponible en anglais, espagnol, français et arabe. Si vous avez besoin d'interprétation, n'hésitez pas à cliquer sur le globe en bas de l'écran, choisir votre langue de travail pour entendre la traduction. Si vous avez des questions sur l'interprétation, n'hésitez pas à mettre un message dans le chat. N'hésitez pas non plus à nous faire passer vos questions. Nous avons un groupe assez large. Tout le monde aura le temps de participer. Donc, nous vous encourageons à utiliser le chat pour nous dire d'où vous venez, pour partager des ressources, demander des clarifications, etc. Nous invitons les intervenants à clarifier toutes les questions dans le chat. En fonction des questions qui seront posées, nous pourrons y répondre pendant la session. Ce chat servira à un dialogue parallèle sur aussi d'autres sujets et les participants peuvent le faire et l'utiliser de manière autonome. Nous vous demandons également d'éteindre votre micro, à moins que vous soyez invité à prendre la parole. À tout moment. Merci. Et nous allons commencer. Donc, les attaques sur l'éducation sont de plus en plus fréquentes. D'après notre recherche, le nombre de personnes qui ont été attaquées a doublé en 2024 par rapport à 2023, avec de grandes augmentations en Palestine, en Haïti, au Mozambique, au Colombie, avec les plus importantes qui ont été confirmées avec 41 000 violences recensées contre les enfants. C'est le plus grand chiffre depuis ces 30 dernières années, avec 44% d'augmentation des attaques à l'école. Donc, la présentation d'aujourd'hui va se focaliser sur toutes ces régions et ces attaques qui se passent un peu partout dans le monde. Et alors qu'il est nécessaire aujourd'hui de protéger les droits de l'homme. Aujourd'hui, nos présentateurs nous vont nous présenter de nouvelles évidences, preuves, mais aussi nous parler des tendances fondamentales qui s'opèrent aujourd'hui. Nous savons que les décideurs politiques nous parlent souvent des données et de manque d'action qui suit toutes ces données. Et elles sont utilisées. Les experts et la responsabilité nous poussent à penser qu'il peut y avoir une différence, alors que nous attendons des efforts vis-à-vis de ces attaques dans le monde de l'éducation. C'est un dilemme qui devient urgent dans les endroits
dans les zones de conflit, le manque de données peut apporter une certaine paralysie. Mais les enfants ont peut-être été déjà recrutés dans des groupes armés. Les écoles sont peut-être détruites. Et avancer trop vite avec des données partielles a également des risques de crédibilité, de responsabilité. Et donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'acteurs, des chercheurs, des activistes, des journalistes et des experts légaux qui sont là aussi pour nous montrer leur point de vue sur ce dilemme, pour pouvoir y répondre à cette attaque sur l'éducation et répondre de manière créative à ces attaques. Donc, je vous invite à garder ces choses en tête lors des interventions de nos intervenants, de récolter leurs perspectives, les réalités et les impératifs légaux. Tout cela dans une conversation que nous identifions avec, certes, des challenges, mais aussi de l'espoir. Et nous allons pouvoir discuter ensemble de toutes ces barrières et de toutes ces possibilités d'action, même dans des zones sensibles ou en conflit. Je vous invite à poser toutes les questions que vous pourriez avoir pour mieux comprendre dans le chat. Donc, il faut prendre un peu de recul et regarder les choses avec un peu de perspective. Au niveau du programme de l'éducation à l'UNESCO, qui nous apporte un meilleur cadre sur l'éducation, et en particulier en temps de conflit, de guerre, de crise. Il est peut-être difficile de mettre tout cela en place, mais c'est vital pour notre société. Donc, nous avons ici des participants qui vont pouvoir nous aider à mieux monitorer et à apporter de la responsabilisation à toutes ces recherches. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Ok, donc vous me faites signe si ça ne fonctionne pas. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honorée de faire partie de cette discussion, une discussion très importante. Donc, c'est un plaisir de présenter mon travail aujourd'hui avec vous sur comment l'UNESCO monitore, évalue le droit à l'éducation dans les contextes de crise. Donc peut-être que je vais commencer avec simplement un rappel de la mission de l'UNESCO sur le droit à l'éducation. Bien sûr, le droit à l'éducation, c'est un droit qui est reconnu, qui n'est pas contesté. C'est un droit qui fait partie des droits de l'homme, un droit à une éducation de qualité, mais aussi à des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. C'est quelque chose qui fait partie de la déclaration de l'UNESCO, mais aussi dans les standards internationaux et dans tous les instruments. Et donc, il s'inscrit dans ces gouvernements, dans ces entités sur le droit à l'éducation. Mais très rapidement, juste pour rappeler que lorsqu'il s'agit du travail de l'UNESCO, par rapport au droit à l'éducation, cela est fait à travers trois zones d'intervention. Donc, nous faisons une évaluation de la mise en œuvre des normes et standards du droit à l'éducation qui est utilisé afin d'informer du travail des pays. Donc, nous soutenons les pays et les gouvernements pour une meilleure mise en œuvre des normes et des standards au niveau du pays, mais nous
Nous essayons également d'avoir un impact sur les obligations légales vis-à-vis de l'éducation pour avoir une meilleure compréhension des composants et des implications lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de l'éducation dans des situations de défis comme les crises, les conflits, les désastres ou les catastrophes climatiques, les chocs économiques, etc. Donc, nous avons beaucoup de données sur ces impacts qui sont liés qui sont par exemple les fermetures d'écoles, le manque de modalités alternatives d'apprentissage, des menaces sur la santé, la sécurité, le bien-être, le financement, mais aussi les capacités de planification. Donc l'UNESCO considère qu'il est très important, particulièrement important, de protéger l'éducation dans les situations d'urgence. C'est quelque chose qui est essentiel. Il faut avoir une éducation flexible, inclusive. Il y a des recommandations donc des ODD sur avec également les dernières déclarations de novembre qui réaffirment, avec la déclaration de Fortaleza, qui réaffirme les engagements d'équité, d'inclusion et de durabilité. Alors, nous savons qu'il y a de plus en plus de fermetures d'écoles lorsqu'il y a des risques de violence, d'exploitation ou de recrutement dans des groupes armés, ce qui amène à des inégalités ou qui envenime encore plus ces inégalités, malgré la réponse humanitaire. Et donc, l'éducation doit être protégée à tout moment. Donc, c'est important, c'est de penser aux réponses au court terme, à court terme, mais également à long terme pour protéger l'éducation inclusive avec l'apprentissage digital, par exemple, avec des données sur l'éducation, des infrastructures, et sur le long terme, avec des solutions d'augmentation ou de renforcement des systèmes d'éducation. Excusez-moi, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, il faut donc une éducation équitable, non discriminative, non discriminatoire, qui soit intersectionnelle, avec un développement dans le cadre du nexus de développement humanitaire, dans le cadre de la protection des enseignants, de leur sécurité, de leur bien-être psychologique, etc., développement professionnel. Il faut également renforcer les mécanismes de responsabilité avec des données désagrégées, en permettant des politiques basées sur les preuves et l'évaluation des droits, avec des financements pour mettre en place la bonne éducation dans ces contextes et des investissements des acteurs locaux qui comprennent les besoins de ces contextes. Et cela sur le court terme et le long terme pour s'assurer que l'éducation reste accessible et adaptable, acceptable malgré les crises. Et cela selon les standards internationaux. Donc, je vais maintenant passer peut-être à la présentation d'un contexte un peu spécifique sur l'évaluation du droit à l'éducation et l'éducation dans le contexte de l'Afghanistan.
Donc, ce travail a été très important car, comme nous le savons, l'Afghanistan est le seul pays dans le monde où les filles sont automatiquement interdites à l'école à passer le stade primaire. Donc, il y a un véritable besoin d'évaluer les conséquences sur le long terme de ces politiques éducatives et de ce que nous observons jusqu'à présent. Alors, nous avons développé un rapport sur le droit à l'éducation, et ceci depuis 3 ou 4 ans. On a commencé au mois d'août 2021. Et en termes d'objectifs, ce rapport est un outil de plaidoyer qui met en lumière des défis en Afghanistan et présente également des recommandations à mettre en action, des politiques, des idées pour amener un changement. Et en termes de méthodologie, l'analyse était basée sur des recherches robustes et des entretiens avec des informateurs clés que nous avons pu faire pendant cette période de recherche. Alors, je vais présenter euh, les résultats. Tout d'abord, l'accès et la participation à l'éducation. Je vais faire un résumé donc des résultats. Les filles sont bannies de l'école à partir de l'enseignement primaire. Les crises économiques et humanitaires ont poussé les garçons également à quitter l'école et ont entraîné une forte baisse des inscriptions. Il y a des retards également dans les versements des allocations d'invalidité et des pensions des fonctionnaires qui limitent davantage la capacité des familles à financer l'éducation de leurs enfants. Quand il s'agit de la qualité, la pertinence de l'éducation, nous avons vu que l'apprentissage des élèves est affecté par les changements d'horaire et la mise en œuvre des programmes scolaires. Les pratiques d'embauche suscitent des inquiétudes et des soupçons de liens politiques l'emportant sur le mérite. Les changements dans la gestion des ressources sont aggravés dans certaines écoles et les salaires des enseignants ont été considérablement réduits. Quand il s'agit du cadre juridique relatif au droit à l'éducation, le cadre juridique afghan est devenu flou, pas clair, et fait l'objet d'interprétations divergentes, les directives étant souvent communiquées de manière informelle. Le ministre des Affaires étrangères a dissous la Commission indépendante des droits de l'homme, affaiblissant ainsi les protections qui ont été établies par la Constitution. La communauté internationale a exprimé de vives inquiétudes quant aux graves répercussions de ces politiques sur les droits humains. Et j'aimerais parler également de la définition de l'enfant, fondée sur l'absence de signes physiques de puberté, qui compromet le droit à l'éducation des enfants et qui les expose au risque d'être recrutés par des groupes armés. Au-delà de ces résultats, j'aimerais parler également du fait qu'il y a des difficultés multiples et à multiples facteurs. Il s'agit du 6e pays le plus vulnérable au changement climatique. Les Afghans constituent la 2e population de réfugiés la plus importante. Une grande partie séjourne dans les pays voisins. L'accès limité aux établissements de santé, combiné à des perspectives d'éducation et d'emploi médiocres ou inexistantes,
qui a des effets dévastateurs sur la santé mentale des filles et surtout des femmes. Il y a eu un changement de pouvoir qui a entraîné une forte réduction de l'activité économique qui est exacerbée par l'arrêt brutal de l'aide internationale. Et cela a conduit à une perturbation économique. À partir de ces données, ces recherches et ces analyses, dans ce contexte, nous avons établi des points d'action pour le changement à moyen et long terme. Il convient de maintenir les efforts de sensibilisation et des pressions diplomatiques. L'éducation des filles doit rester au cœur des efforts diplomatiques. Il est essentiel de tirer parti des mécanismes des Nations unies, des plateformes de donateurs et des acteurs régionaux. Une tendance en matière de perte d'apprentissage et de reconstruire un système inclusif. Et il faut investir massivement dans les programmes de rattrapage. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir établi cette conversation aujourd'hui. Nous avons hâte de voir d'autres résultats plus tard. Nous avons alors l'image globale. Alors, on va plonger dans des exemples. Je vais présenter maintenant Juliana Lima, qui est gestionnaire de projet dans l'initiative Droit à l'éducation au Burkina Faso, Niger et Mali. En plus de parler de l'impact au quotidien sur les enfants, Madame Lima va commenter l'importance de l'intégration des évidences basées au niveau de la communauté. Madame Lima, à vous. Merci beaucoup, Alison, pour votre présentation. Nous allons en fait parler de l'intégration des communautés parce que nous avons travaillé avec des partenaires au niveau local et c'est pour ça que j'ai pu présenter ces recherches aujourd'hui. Et ces personnes sont les moteurs de ces recherches parce que ce sont eux qui ont pris contact avec nous pour l'aide, pour le soutien, pour suivre l'impact dans ces zones à conflit sur l'éducation. Est-ce que vous voyez bien l'écran déjà? Est-ce que tout le monde voit bien? Ok, très bien. Je vais présenter donc des perspectives du Sahel central. Juliana? C'est mieux, je pense. Oui, effectivement, on voit mieux. Donc, il s'agit d'un projet pilote. Quand on a eu un cri à l'aide de nos partenaires, on a été contacté par Amnesty International aux Pays-Bas et les organisations de la société civile au Mali, Burkina, au Niger. Ces OSC ne travaillaient pas à la base sur l'éducation et surtout pas l'éducation dans les situations d'urgence, mais ils ont été inquiets de la situation qu'ils observaient sur le terrain. Et c'est pour cela que ce projet a débuté avec leurs besoins, leur volonté de chercher à comprendre ce qui se passe quand les enfants ne vont plus à l'école. Nous nous sommes concentrés dans ce projet sur l'impact des fermetures d'écoles sur les droits de l'enfant, leur droit à l'éducation surtout. Il s'agit de quelque chose de vital, mais très peu étudié de nos jours. Nous avons beaucoup de données concernant le nombre d'attaques sur l'éducation et nous allons parler des manques de données, mais nous avons quand même quelques données dans ce domaine. Le nombre de fermetures, par exemple, d'écoles. Mais il y a très peu de recherches actuellement sur l'impact sur les enfants quand ils ne vont plus à l'école. L'objectif de cette étude était de collecter les données, les analyser, les présenter au gouvernement pour soutenir la protection
du droit à l'éducation, nous nous sommes concentrés sur l'Ipteko-Gourma, une région à la frontière entre Bali, Niger et Burkina Faso. L'étude a été faite au Mali, au Niger, mais nous n'avons malheureusement pas pu faire l'étude au Burkina Faso. Nous espérons pouvoir faire cela bientôt. Et aujourd'hui, je vais présenter les résultats du Mali. Et ce que nos partenaires au Burkina ont vu, ont observé, et ce que nos recherches ont montré sont des choses très similaires. Nous avons présenté ce que nous avons trouvé au Mali, mais on voit des tendances similaires dans d'autres pays également. Donc, l'étude au Mali a été faite dans 4 régions, Douenza, Bandigara, Gao, Tombouctou. Nous avons collecté des données pendant 6 mois, entre le mois de juillet et le mois de décembre 2024, avec 740 foyers et 1607 enfants, y compris des personnes déplacées et des enfants non déplacés. Donc, parmi les 740 foyers, il y avait 2 groupes ciblés, des personnes ou des foyers déplacés et des foyers avec des enfants qui n'ont pas été déplacés, malgré les fermetures d'écoles dans la région. Nous avons eu l'occasion également de parler directement avec 46 directeurs d'école, depuis des écoles non fonctionnelles qui étaient fermées, ou en tout cas qui étaient fermées pendant la période de recherche, et puis également des écoles accueillant des personnes déplacées. Nous avons également discuté avec 27 représentants des gouvernements locaux qui travaillent sur la politique de l'éducation. Nous n'allons pas pouvoir présenter tous les résultats. Avant de passer à la suite, je voudrais parler de la suite. Donc, c'est une étude limitée. Donc, l'échantillonnage n'a pas été fait au hasard. Les entretiens se sont faits dans le réseau des personnes conduisant les entretiens, avec des représentants de la communauté qui a été formés pour la recherche. Mais donc, il y a donc potentiellement un biais au niveau de la recherche. Donc, il y a aussi il y a eu très peu de financement parce que donc, notre équipe n'a pas été formée par rapport non plus à la sensibilité de l'approche enfant pour la recherche. Et il a été aussi difficile de comparer toutes les recherches puisque au Niger et au Mali, nous avons des situations très similaires, mais avec des spécificités pour chaque pays. Et bien sûr aussi des différences de temps, de taille de l'échantillonnage. Ce que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui ont été privés d'éducation pour bien trop longtemps. Au total, 81% des enfants représentés dans cette enquête étaient sortis de l'éducation avec un taux beaucoup plus important avec les enfants non déplacés, 85% des enfants non déplacés en dehors du système, et soit contre 75% pour les enfants déplacés internes. Donc, ce qui signifie que ces enfants qui n'ont pas été déplacés ont été scolarisés pendant un peu plus de 2 ans. Et donc, les interviews ont montré que cette période a trop duré. Donc, pardon, ils ont été déscolarisés depuis plus de 2 ans. Avec les filles,
avec des interruptions entre 6 et 18 mois. Donc, moins que pour les enfants non déplacés, en ce qui concerne les enfants déplacés en interne. La deuxième conclusion était que certaines écoles ont été fermées de facto, donc n'étaient pas ouvertes pendant la période des entretiens. Donc, ce qu'on a appris, c'est que sur ces écoles qui ont été déclarées fermées, 22 ont été fermées sans décision centrale. Donc, il s'agissait soit du directeur, du préfet qui avait décidé de la fermeture de l'école. Et nous n'avons pas pu avoir accès à ce type d'information. Nous n'avons pas su jusqu'à quels étaient les chiffres officiels de fermeture d'école, puisqu'ils n'ont pas été officiellement publiés ou officiellement fermés. Et la raison principale de ces fermetures était les attaques sur les villages, les communautés par des groupes armés non étatiques, l'insécurité généralisée qui empêchait les enseignants d'aller à l'école parce qu'ils avaient peur d'aller jusqu'à leur lieu de travail, ou bien des attaques directes sur les écoles. Nous avons également discuté avec les directeurs des écoles qui ont travaillé avec les enfants déplacés, qui nous ont donné des témoignages sur certaines écoles qui étaient affectées par des fermetures, parfois de manière temporaire, et donc sur des plus courtes périodes de temps. Troisième conclusion importante, il y a eu donc des rapports sur l'utilisation des écoles pour des raisons militaires, pour une utilisation militaire, donc par des groupes armés non gouvernementaux qui ont utilisé donc les écoles. Nous n'avons pas pu identifier quel mouvement, quel groupe armé était responsable de ces utilisations, mais nous avons 8 rapports qui nous montrent qu'ils ont été utilisés en abri pour stocker des munitions, des armes, ou bien en tant qu'hôpital de guerre. Quatrième conclusion que je souhaiterais partager avec vous et qui me semble intéressante parce qu'elle montre concrètement l'interdépendance entre les différents droits de l'homme. Nous avons pu analyser et avoir des preuves pour montrer que la mise en œuvre des droits à l'éducation véritablement a un impact sur les autres droits. Et donc, le droit à l'éducation est un droit catalytique. Et donc, nous avons identifié, par exemple, le travail des enfants, le mariage des enfants ou l'engagement dans des groupes armés, par exemple, avec le mariage de jeunes filles de 13 à 15 ans pour les jeunes filles déplacées. Au Mali, par exemple, l'âge légal est de 16 ans et 18 ans pour les garçons, 16 ans pour les filles. Donc, ce qui montre bien que près de 90% des jeunes filles déplacées étaient déjà mariées entre 15 et 18 ans. Donc, entre juillet et décembre 2024, lors de l'enquête. En ce qui concerne les jeunes filles non déplacées, les taux sont un peu plus bas, mais toujours avec 11% des jeunes filles de 15 à 18 ans qui étaient mariées au moment du sondage. Un autre résultat assez alarmant est le pourcentage des garçons qui sont enrôlés dans des activités de groupes armés, avec 53% des garçons déplacés entre 13 et 15 ans qui sont enrôlés dans ces groupes armés, d'après leurs parents.
bien sûr, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, nous n'avons pas pu discuter directement avec ces enfants. 81% des garçons déplacés de 15 à 18 ans enrôlés dans ces groupes armés. Et parmi les garçons non déplacés, les chiffres sont un petit peu plus bas, autour de 13% entre 13 et 18 ans qui sont enrôlés dans les groupes armés. Et c'est une réalité que nous avons particulièrement observée dans la région de Gao, lorsque nous avons mené les recherches dans les 4 régions. Et dans les régions de Gao, les groupes armés et l'enrôlement des jeunes garçons en particulier, même s'il y a aussi des chiffres sur les filles, mais que je n'aurai pas le temps de partager avec vous, qui donc sont un véritable problème en particulier dans la région de Gao. Il y a également des changements au niveau de comportement des enfants, qu'il s'agisse des enfants déplacés ou non, avec des informations assez alarmantes, avec les enfants qui ne souhaitent pas retourner à l'école. Par exemple, 80% des garçons déplacés ne souhaitent pas retourner à l'école. Et je vais me dépêcher puisque je suis en retard. Donc, nous aimerions souligner le fait que au Mali, donc, il y a une politique, une base légale qui protège le droit à l'éducation, même dans les situations d'urgence, et des engagements internationaux pour protéger ce droit à l'éducation pendant les crises, mais ce que nous avons observé, ce sont donc des limites à ces mises en œuvre dans les régions, des autorités locales qui ont du mal à suivre ces guides. Et les parents ne savent pas non plus comment gérer leurs enfants pendant que les écoles sont fermées, etc. Voilà, donc je vais m'arrêter ici et je vais laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour avoir souligné l'importance des preuves locales et des challenges pour l'incorporation de ces jeunes dans le système scolaire. Donc, pour votre présentation a soulevé beaucoup de questions, comme comment nous assurer que tout cela se traduit en action, même si cela ne peut pas être parfait, ce qui me permet de présenter Gauthier Marchais et donc et Jérôme Marston de Kobo2Box, qui ont les mêmes challenges, mais dans des contextes différents. Donc, je vais vous poser une question à tous les deux et j'aimerais vous demander, donc, Gauthier, de commencer et ensuite Jérôme. Trop souvent, les enseignants et leurs témoignages sont traités comme enfin, leurs données sont mises de côté. Donc, comment faire en sorte que la voix des communautés ne soit pas mise sous silence? Gauthier, si vous pouviez démarrer et ensuite nous aurons Jérôme qui vous suivra. Merci Alison et merci Juliana, Delphine pour l'organisation de cet événement. Donc, c'est une question très importante. Je ne pense pas que nous devions... je pense que d'après mes études, qui datent d'il y a quelques années, qui prouvent que les données et les données détaillées, en particulier sur l'éducation, qui viennent des réseaux éducatifs ou des acteurs de l'éducation, en comparaison à d'autres types de données, parce qu'il y a déjà eu des comparatifs sur les différentes sources, je pense que ces données qui proviennent
des communautés, des acteurs locaux et des éducateurs sont bonnes et peuvent être et sont dignes de confiance, que des systèmes peuvent être mis en place pour les collecter. Donc, je ne pense pas qu'il faille changer la définition ou la manière dont nous récoltons ces preuves et ces données. Mais par contre, il nous faut montrer comment transformer tout cela en action, effectivement. Merci beaucoup. Alors, j'ai hâte de voir votre présentation du jour. Oui, une petite seconde. Donc, merci beaucoup. Je vais parler des causes et des conséquences de la violence à l'encontre des enseignants en RDC et au Niger. Et je présente pour le compte d'une toute une équipe, Samuel Matishibi, Diego de la Fuente Stevens, Jean-Benoît Fally, Cyril Brandt, Dieudonné Kaniera, Ibrahim Saferi, Jean-Moukera Bazenegui, Pacifique Niagabazara. Donc, cela fait suite au projet européen qui était fait par le projet BRICE, Building Resilience in Crisis Education. On a travaillé en RDC et au Niger, se focalisant surtout sur la violence à l'égard des enseignants, qui est une question essentielle mais relativement peu étudiée dans la littérature. On trouve des résumés dans le chapitre de ce livre qu'on voit à l'écran. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur les causes de la violence à l'encontre des enseignants, l'impact sur leur bien-être des enseignants et également la gestion de la violence et des traumatismes. Et je vais parler d'un projet en cours, peut-être si j'ai le temps, qui est mené par l'ESP Bukavu. Alors, en termes d'approche, on a utilisé des méthodes mixtes sur 4 ans, une approche longitudinale et comparative. Il y avait un aspect quantitatif avec 55 écoles en RDC, 932 enseignants et au Niger, 71 écoles et 609 enseignants pour la partie quantitative. Et il y avait un éventail de mesures de bien-être et de méthodes de rappel. En plus, après, il y avait un composant qualitatif avec 211 entretiens en RDC, 129 au Niger, principalement avec des enseignants, des directeurs d'école, des inspecteurs, des autorités locales, des chefs traditionnels et des officiers militaires. Et ce qui est important, c'est que les enseignants faisaient partie de l'équipe de recherche. Nous avons suivi des protocoles éthiques. Je ne vais pas en parler en détail aujourd'hui. Tout d'abord, une conclusion importante, il y a une exposition importante à la violence dans ces régions. J'espère que vous voyez bien l'écran. Il y a le graphique à l'écran. Depuis 90, par rapport à l'exposition à la violence des enseignants au RDC, et on voit 43,3% des enseignants des écoles étudiées en RDC qui ont subi au moins une agression violente directe au cours de leur vie. Il s'agit d'un chiffre très important. Ce n'est pas forcément représentatif, mais il s'agit de preuves considérables et, et une preuve considérable de sous-déclaration des actes de violence. Il faut essayer de comprendre les causes et les facteurs de violence. On n'est pas rentré là-dedans au RDC. On a vu divers causes, en fait, opérant à plusieurs niveaux. Le premier niveau, il s'agit de l'économie politique, donc la position des écoles et des enseignants dans une économie politique militarisée où il y a une extorsion des écoles et des enseignants, donc une extorsion courante dans certaines régions, mais qui cible également liée au budget scolaire ou en ciblant les enseignants avec leur salaire régulier. Mais il y a également l'interférence des acteurs armés dans la gouvernance scolaire parce que
Il s'agit d'un capital symbolique et politique des écoles, convoité par les groupes armés, la protection des écoles également par les acteurs armés, et puis également l'ingérence dans le déploiement des enseignants. Et ça, c'est le moteur principal de la violence contre les professeurs. Au deuxième niveau, il y a la position sociale des enseignants. Il y a plusieurs facettes à cela, l'identité, le statut social et les relations avec les acteurs armés en termes d'identité. C'est leur identité saillante et ligne de polarisation, par exemple l'ethnicité et l'appartenance locale dans l'Est de la RDC, qui peut exposer des enseignants à la violence. Il peut y avoir les religions qui rentrent en jeu aussi, qui est moins marquée au RDC, mais plus marquée au Niger. En deuxième point, il y a le statut social des enseignants. Brandt a appelé ces enseignants les représentants réticents de l'État et parfois le seul représentant de l'État. Mais ils sont également vus dans certaines zones, surtout rurales, comme des notables, des intellectuels, des élites. Et cela peut créer une sorte de jalousie sociale. Et à cause de cette position d'élite, ils peuvent être sollicités pour la négociation avec des acteurs armés. Donc, en tant qu'intermédiaires, ils peuvent être soumis à la violence. Au troisième niveau, il s'agit de l'amplification des conflits scolaires. Donc, des conflits scolaires peuvent, dans ces contextes, déborder hors des établissements scolaires à cause de l'implantation sociale des acteurs armés. Il y a également la violence qui devient mode opératoire pour régler des conflits. Il peut y avoir différents types de conflits liés aux élèves par rapport aux notes, par rapport aux examens, les disciplines. Il peut y avoir des tensions entre les enseignants et le personnel scolaire par rapport au statut des enseignements, la discrimination, etc. Donc, ces résultats ne sont pas forcément généralisables. Il y a des limites à la représentativité et des instruments. Et puis, il y a d'autres causes plus fréquentes dans d'autres contextes. Malgré cela, il y a des leçons à prendre pour d'autres contextes et ces résultats ont été présentés dans un article. Parlons maintenant de l'impact sur la santé mentale. Ici, il y a les données sur Niger également, mais on a vu une association significative entre la violence et la TSPT, le trouble de stress post-traumatique. Ici, on a trouvé des impacts statistiquement signifiants, donc un niveau de violence plus élevé, et un impact également plus important sur les enseignantes femmes. Au Niger, par exemple, des professeurs ont parlé d'un psychose, nervosité ressentie au niveau individuel et au niveau collectif dans la profession enseignante. Parlons maintenant de l'impact sur le bien-être et les pratiques pédagogiques. Toutes 24 indicateurs repartis en 4 catégories: la satisfaction, la motivation, l'interaction avec les élèves. Et ici, on a vu une association négative entre TSPT et ces indicateurs. Alors, pour résumer, nous avons trouvé la preuve que la violence cause les traumatismes parmi les enseignants et une association ou un impact sur leur bien-être et sur leur pratique pédagogique. Vous allez dire que ce n'est pas surprenant, je suis d'accord. Et je pense que vous avez tous de cet avis, mais il est important de le documenter et de le mesurer
dans des contextes de violence persistantes, comme en RDC. Les résultats sont dans un processus de revue actuellement, mais il y a une version en ligne accessible. Je n'ai plus beaucoup de temps, mais je voulais parler d'un projet en cours par Samia Machi de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Et l'idée de ce projet est de préparer des enseignants à faire face à la violence pour qu'ils puissent avoir des outils pour gérer cette violence et trauma pendant leur formation initiale. Ce projet est développé à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu et l'idée est de développer cette expertise en sociolinguistique et en éducation à la paix, mais également l'expertise en matière de traumatisme dans les institutions comme ISP ou à l'hôpital de Panzi également. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dépassé un petit peu le temps alloué, mais je suis là pour répondre à vos questions. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Vous n'avez pas dépassé, c'était parfait. Jérôme, je vais passer la parole à vous maintenant. Oui, merci tout à fait. Et tout d'abord, en réponse à votre question, je dirais que je suis Jérôme Marson, je suis chef de recherche à Kobo. Merci, Alison, de modérer cet événement. Merci pour l'invitation. Et pour répondre à votre question, je suis d'accord avec mon collègue. Il y a souvent premium sur les données venues du terrain, des témoignages des populations impactées, mais nous avons l'obligation de trianguler ces données pour pouvoir le transmettre à un public plus large et pour que ces données soient fiables. Alors, je vais passer maintenant à ma présentation. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet géré par Kobo en collaboration avec la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques pour documenter les attaques contre l'éducation en Colombie et je vais me concentrer sur l'impact et les réponses de ces attaques. Avant d'aller dans le détail, je vais vous parler de manière globale de ce projet qui documente les attaques, comme je vous le dis, contre l'éducation en Colombie. Et notre objectif était de produire des données sur le portail Trace, un portail de données, sur un portail spécifiquement sur la Colombie en espagnol et en anglais, et de produire un rapport de recherche, un guide et des outils pour nos partenaires. Dans cette présentation aujourd'hui, je vais présenter les recherches sur le terrain. Je vais partager les résultats de Trace sur la Colombie. Et puis, je vais vous parler des résultats préliminaires de la recherche. Il s'agit vraiment de résultats préliminaires pour l'instant, mais le tableau de bord de la Colombie va être lancé demain, donc vous allez pouvoir trouver ces données sur le portail Trace très bientôt. Alors, par rapport aux recherches sur le terrain, nous avons fait une enquête à grande échelle dans 4 départements touchés en Colombie: Antioquia, Choco, Nota de Sandar et Nariño. Il s'agit d'écoles assez isolées, certains qui demandaient des trajets de quelques heures en bus ou en bateau. On a fait des enquêtes dans plus de 500 écoles, à peu près 500 écoles. On a parlé en fait avec 500 directeurs sur leurs écoles. Et puis, on a parlé avec plus de 300 enseignants sur leur expérience en tant qu'enseignants dans des zones touchées par le conflit.
Le thème central était vraiment focalisé sur le contexte en Colombie, donc les attaques fréquentes en Colombie sur l'éducation, y compris l'implication militaire, l'utilisation d'explosifs, plutôt que les bombardements aériens ou les prises d'otages qu'on voit dans d'autres contextes. Donc, c'était vraiment focalisé sur les attaques sur l'éducation en Colombie. Il y avait des mesures éthiques et sécuritaires prises en compte. Par exemple, avoir des enquêteurs des zones touchées pour protéger leur sécurité et mettre à l'aise des participants. Nous avons utilisé Kobo Toolbox pour l'enquête, pour collecter des données dans des zones éloignées et ça permet un téléchargement sécurisé avec des serveurs sécurisés. Et nous sommes appuyés sur les ressources du secteur, à outils GCPEA, et puis le rapport de l'Institut d'études du développement que mon collègue vient de mentionner. Alors, parlons maintenant des analyses disponibles sur le tableau de bord Trace. Il s'agit d'une plateforme pour partager des ressources et des informations sur les attaques contre l'éducation. Jusqu'à là, il s'agit principalement de données GCPEA. Mais comme je vous l'ai dit, nous allons voir ces données sur la Colombie maintenant. Trace est une ressource pour les journalistes, pour les experts, les spécialistes de l'éducation, les décideurs politiques et le public concerné, afin de pouvoir répondre à ces attaques sur l'éducation. Notre étude et les données portent sur plus de 600 attaques documentées et comme vous voyez à l'écran, beaucoup de ces attaques étaient sur des établissements scolaires, mais il y avait également des attaques sur des élèves et des enseignants et des menaces et des attaques militaires. Plus de 140 élèves et enseignants ont été blessés ou tués pendant ces attaques. Comme vous l'avez pu l'entendre avec la présentation de Michael plus tôt et la présentation de Juliana. Donc, après les attaques, à peu près 20% des élèves ont eu du mal à apprendre. Beaucoup de filles ont quitté l'école. 25% des enseignants ont souffert de TSPT. Il y a beaucoup de fermetures d'écoles. La plupart pendant une semaine, et certaines ont été fermées pendant plusieurs mois. Et certains groupes d'élèves, comme les Afro-Colombiens ou d'autres groupes, ont subi des impacts, souffert d'impacts plus importants. Alors, en ce qui concerne la réponse aux attaques sur l'éducation, lorsque nous demandions aux enseignants le type de réponse qu'ils aimeraient voir mettre en place, ou les ONG qui faisaient partie du processus de soutien, les enseignants en particulier ont demandé un soutien psychosocial et en santé mentale. Aussi des bâtiments, des routes plus sûres avec une mise en œuvre des protections envers les enseignants, car beaucoup d'enseignants ont été attaqués. Pouvoir s'abriter dans un endroit sûr lorsqu'ils reçoivent ces menaces. Et puis la présence de l'État, du gouvernement ou des services gouvernementaux. En ce qui concerne les conclusions de la recherche préliminaire, nous avons donc ces données qui sortiront lors du rapport.
Il y en a une que j'aimerais souligner. Il s'agit de l'utilisation militaire et des attaques renforcées. Donc, c'était une opportunité pour nous de regarder ce type de problématique avec beaucoup d'utilisation donc d'écoles par les militaires ou d'attaques par les militaires des écoles. Donc, nous avons dû documenter ces données. Il y a aussi les écoles qui étaient proches des commissariats qui étaient encore plus à risque parce que les groupes armés attaquaient la, le commissariat et donc par le même biais l'école. Ensuite, je voudrais souligner également certaines écoles qui ont eu du mal à se réouvrir, quel que soit le type de violence qu'ils avaient subi. Et donc, la recommandation serait de donner la priorité aux écoles primaires. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ma présentation. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, votre recherche souligne l'importance d'entendre la voix des éducateurs et leur perspective unique sur ces impacts. Et donc, j'apprécie énormément cette idée euh, qui, que les enseignants soulèvent du manque de représentativité des gouvernements. Donc, nous sommes en train de renforcer le cadre de notre présentation sur les attaques vers l'éducation et nos deux derniers intervenants du panel d'aujourd'hui ont des perspectives sur les histoires humaines et c'est ce qui est important pour nous. C'est un challenge de documenter et de prélever ces présentations. Donc, nous allons écouter la présentation de Diego et Delphine Dorsey qui vont nous parler donc de leur perspective et de leur challenge dans la documentation de ces témoignages. Donc Diego, vos photographies, vos photos nous emmènent et nous font transparaître des choses qu'aucun mot ne peut faire transparaître. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre travail? Merci beaucoup. Donc, je pense que le plus important pour nous, c'est l'éducation. Donc, je suis un travailleur des rues, on peut dire. Et donc, pour moi, il s'agit d'humaniser ces données, l'accès aux données, d'humaniser tout ça, de donner une place. Donc, il y aura une petite présentation avec un film, si vous pouvez le lancer. Je ne n'entends pas le son. Maintenant, nous avons l'audio, mais plus l'image. Et on ne vous entend plus, Diego. Vous avez votre micro coupé. Ok, donc je relance la vidéo parce que j'avais mon micro éteint. Et l'écran Delphine. Oui, pardon, je recommence. Ok, maintenant ça va marcher.
Merci beaucoup. Donc, je suis désolée pour les petits problèmes techniques autour de la présentation vidéo, mais c'était juste pour vous donner une idée de ce qui se passe derrière ces murs, derrière ces chiffres, derrière ce travail, parce que en tant que personne qui tente de raconter les histoires des autres, ça me paraissait important de documenter les choses de cette façon-là. Donc, voilà, c'est mon projet, Jack Éducation. Euh, donc, c'est une enquête photographique sur les déplacements forcés et les atteintes aux droits les plus fondamentaux, comme le droit à l'éducation dans les crises, dans des zones de conflit comme l'Afghanistan, le Pakistan, l'Irak, la Syrie, le Karabakh, la Colombie, etc. Donc, pour soulever des questions, pour apporter une mémoire grâce à mes photos, pour montrer la violence, la victimisation. Donc, j'ai une approche technique qui se centre sur la dignité, la résistance. Donc, je ne cherche pas le sensationnalisme, mais malheureusement, la guerre ne se finit pas avec un cessez-le-feu, elle continue à travers les générations. Donc, ces conflits perdurent à travers d'autres horizons. Ils ouvrent des plaies dans l'avenir et qui ont leur avenir gelé. Il y a plus de 64 millions d'enfants partout dans le monde dont l'avenir est incertain. Et donc l'idée est de soulever des questions, d'humaniser ces enfants. Alors bien sûr que les chiffres, c'est très bien, mais il faut aller un peu plus loin. Par exemple, avec cette image, sans vous donner un stéréotype, je veux soulever des questions sur comment Youssef, qui porte ses livres dans son école abandonnée et détruite, va pouvoir continuer son éducation. Et, moi, je suis un père, pardon, je suis le fils d'un enseignant et leur père et son père. Et donc, il y avait des forces armées qui empêchaient les jeunes d'aller à l'école, euh, donc à Malala. Ça a été difficile pour moi, pour ma carrière. J'ai eu du mal à supporter ça. Donc, j'ai essayé de voyager, de raconter leur histoire. Je n'essaye pas d'être le porte-parole de cette réalité, mais j'essaye de créer des mémoires, de faire le devoir de mémoire sur l'éducation et parce qu'il y a une histoire à raconter ici. Parce que l'impact des guerres sur l'éducation est particulièrement important. Donc, il nous faut humaniser cette histoire. En 2016, par exemple, non, c'était 2020. Donc, ça a été une attaque assez dure pour les civils. Donc, en tant que chercheur et porteur d'histoire, nous essayons toujours d'essayer de traduire comment les acteurs euh, arrivent à... Ce peut être des acteurs officiels, des acteurs qui apportent un discours, qui essayent de rapporter la vérité sur les attaques. Et donc ce voyage jusqu'à l'école, c'est une façon dans tous les pays de montrer comment la guerre affecte ces générations qui sont sorties de l'école. Les,
les enseignants qui sont persécutés, qui sont assassinés. Et donc, il nous faut soutenir tout cela, ce trauma, ces cicatrices. Et ce qui va se dérouler après, quelles sont les conséquences? Parce que les conséquences vont perdurer pendant les dizaines d'années encore. Et tous ces enfants qui ont dû quitter leur maison, partir en courant, euh, et qui sont en difficulté maintenant, ne peuvent pas reprendre leurs études. Donc l'éducation en patriotique, c'est aussi un problème. On veut l'avoir en Russie, au Karabakh. C'est quelque chose qui devient de pire en pire. Cette idée d'appartenance à un pays, ça c'est un autre problème euh, qui est aux portes de l'Europe. Il y a les programmes d'e-learning. Il nous faut trouver une façon de surpasser ce cauchemar, d'aider les communautés qui sont isolées. Donc, il nous faut souligner ces initiatives parce qu'elles peuvent vraiment changer les choses pour les jeunes, pour les enfants, pour les élèves, pour les professeurs. Et pour moi, je pense que le plus important, c'est la quête pour réclamer une fois encore leur univers, leur espace, là où ils font leurs meilleurs souvenirs, un endroit, une école en sécurité. Il y a différentes facettes de la guerre. Il y a des attaques aériennes comme ici et ça peut détruire une école pendant des décennies parce qu'il est difficile d'investir, de réparer ces lieux. Ce type d'attaques ont lieu parfois parce qu'il y a des personnes qui se cachent dans les écoles. Il s'agit d'une école maternelle que des armées ont utilisée comme base. Il y a des groupes officiels, non officiels, qui utilisent des écoles comme base dans des guerres, pendant des guerres. Et il est important de sensibiliser par rapport à ce point. Il, il peut s'agir de pays en Europe. Il peut s'agir d'acteurs internationaux qui utilisent ces bases. Et puis le chemin vers l'école, c'est un sujet important. Les enfants peuvent être pris en otage, arrêtés, enlevés. Il faut sensibiliser sur ce point aussi. Le problème ne se trouve pas uniquement au niveau de l'école. Il y a plusieurs facteurs. Il faut se focaliser sur tous les aspects du problème et puis également les conséquences humaines. Dans ce cas, Saina de Baslav, elle est en train de collecter du métal. Il y a une explosion à côté d'elle. Il faut soutenir ses compagnes pour donner tous les outils possibles afin d'identifier les conflits. Et à la fin d'un conflit, souvent ce qui reste en place, c'est des engins non explosés. Mikhailo, ici, vous le voyez à l'écran, son père a été tué, son frère a été blessé et il a subi les conséquences de la guerre. Il a subi une intervention médicale, il a subi des traumas. Mais il faut qu'il avance dans la vie. Il ne s'agit pas d'un statistique, d'un chiffre de recherche. Il s'agit des conséquences humaines, les faces, les visages de la guerre. Il y a également les conséquences psychiques de la guerre en termes de traumatisme. Suite au génocide il y a 2 ans, il y avait un programme de réadaptation pour soutenir les enfants, pour leur donner des outils afin de pouvoir s'exprimer et avancer. Il faut soutenir la réhabilitation psychologique de ces enfants afin qu'ils reviennent à la vie.
Et les vrais héros ou héroïnes de ces histoires sont les professeurs, les enseignants. Peu importe la situation, peu importe les menaces, ils sont prêts à continuer à enseigner ces enfants. Il y a diverses conséquences de la guerre. Qu'est-ce qui est laissé après la guerre? Il faut essayer de créer des synergies entre les chercheurs, des travailleurs, des raconteurs d'histoires pour avancer ensemble afin de sensibiliser le monde et avoir un impact au niveau décisionnaire parmi les politiciens. Diego, je suis désolée de vous interrompre. J'aimerais juste garder quelques photos pour la fin. C'est OK pour vous? Oui, très bien. Merci beaucoup. Vous allez voir dans le chat, les personnes ont beaucoup aimé les photos que vous avez déjà partagées. Vos photographes sont puissantes et permet d'avoir une image pour des choses qu'on ne peut pas raconter en mots. Votre travail a touché vraiment beaucoup de personnes qui sont ici présentes aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la dernière personne aujourd'hui et je suis ravie de voir que dans le chat, on a vu une vraie collaboration entre les personnes, des questions, l'occasion de se présenter. Et il y a eu des réponses à ces questions dans le chat également. Nous allons continuer à partager des ressources aussi à la fin. Mais je voudrais passer la parole à Delphine Dorsey pour terminer, pour conclure, pour expliquer où nous sommes, où nous nous trouvons et comment nous allons avancer. À vous, Delphine. Merci, Alison. Je prépare juste ma présentation. Si ça marche. J'aimerais reconnaître le travail de Diego. Je suis désolée d'avoir coupé court votre présentation parce que vous alliez présenter votre travail participatif et je vous encourage tous à aller sur le site web de Diego, prendre contact avec lui pour en savoir davantage. Donc, comme Juliane a expliqué avant, l'initiative Droit à l'éducation a collaboré avec Amnesty International aux Pays-Bas et des partenaires de la région du Sahel afin d'évaluer l'impact de la fermeture des écoles sur les droits des enfants, en particulier leur droit à l'éducation. Et lors de la mise en œuvre de ce projet pilote, nous avons rencontré plusieurs difficultés et défis et nous voulons discuter de notre expérience avec d'autres chercheurs et organisations impliquées dans des projets similaires à travers le monde. En juillet dernier, nous avons organisé une table ronde en ligne avec une trentaine de chercheurs, des praticiens et des acteurs de la société civile qui travaillent dans le domaine du suivi du droit à l'éducation dans les régions touchées par des conflits d'un point de vue local et mondial. L'accès à des données fiables et adaptées au contexte sur l'éducation dans de telles situations est essentiel pour éclairer des politiques publiques, les actions de plaidoyer et les mesures de protection. Cependant, la collecte de données précises, actualisées et complètes sur les attaques contre l'éducation et sur les conséquences de la fermeture des écoles pour les enfants et les professionnels de l'éducation pose de sérieux défis sur le plan éthique, méthodologique, logistique et sécuritaire. Au cours de la table ronde, nous avons échangé sur nos expériences respectives et réfléchi à des solutions pour relever des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons collectivement dégagé 5 idées clés et recommandations stratégiques que je vais vous présenter. Et ce document va être traduit en français, espagnol et arabe. Tout d'abord, le manque de données, qui est une réalité.
et qui a un impact crucial sur ce que nous savons et sur la manière dont nous traitons les attaques contre l'éducation. Les données sur les attaques contre l'éducation ne sont pas entièrement collectées et l'impact de ces attaques sur les communautés, les enseignants et la vie des enfants, et particulièrement sur leurs droits, est largement sous-étudié et absent de la plupart des analyses existantes. L'absence de données fiables favorise l'ambiguïté et peut conduire à une représentation erronée de la réalité sur le terrain, en occultant la gravité d'une situation ou en sous-estimant les évaluations positives. Deuxième point, la recherche dans les contextes touchés par les conflits a toujours été risquée, mais le rétrécissement de l'espace civique dans les contextes politiques instables et sensibles a gravement compromis le développement et la diffusion de la recherche. Il existe des risques pour des chercheurs et les organisations qui mènent l'étude, pour les acteurs communautaires impliqués dans la recherche, pour ceux qui sont prêts à partager leurs témoignages sur les événements, et même pour ceux qui ne participent pas à la recherche, mais qui peuvent être perçus comme collaborants à la collecte de données. Les risques ici comprennent les menaces contre soi-même ou sa famille, la violence, les blessures, la mort, la confiscation de matériel, l'arrestation, la suspension des activités, les restrictions imposées aux efforts de collecte de données, telles que les contraintes administratives de l'État, la méfiance à l'égard de la surveillance des droits humains, créant des obstacles majeurs. Le rétrécissement de l'espace civique a conduit à la suspension des activités de recherche ou à la fermeture d'organisations légitimes de la société civile, ainsi qu'à la censure, y compris l'autocensure. Parfois, même lorsqu'elles sont collectées, les données ne peuvent pas être publiées pour des raisons de sécurité. Troisième point, la sécurité et l'éthique ne sont pas négociables, mais une certaine souplesse dans le processus de recherche est nécessaire pour permettre la divulgation des données tout en garantissant une collecte sûre, éthique et de qualité. L'évaluation et l'atténuation des risques sont essentielles pour garantir l'accès aux données ainsi que la sécurité de toutes les personnes impliquées dans le processus de recherche. Néanmoins, tout ne peut pas être prévu à l'avance et une certaine souplesse dans les protocoles et la méthodologie de recherche doivent être acceptées et validées, depuis les premières étapes de la conception de la recherche jusqu'à la production des rapports de recherche finaux. Des méthodes de recherche classiques peuvent ne pas être adaptées à des contextes à haut risque et en évolution rapide. Il n'est pas toujours possible de garantir que toutes les informations pertinentes sur la méthodologie et le processus de recherche soient documentées. Parfois, les chercheurs ne peuvent pas divulguer les processus de négociation sur le terrain afin d'avoir accès à certaines zones touchées par les conflits. La sélection aléatoire des personnes interrogées peut parfois être limitée par la dynamique du terrain et le suivi des cohortes peut être compliqué en raison des déplacements de population et des difficultés à suivre des mouvements individuels à travers les territoires et les frontières. Les chercheurs devraient être encouragés à développer des scénarios de recherche innovants, à adopter des protocoles de recherche et à combiner plusieurs méthodologies. L'anonymat, le consentement éclairé et les procédures d'autorisation éthique doivent être adaptés afin de prendre en compte les contraintes spécifiques à la collecte de données dans chaque contexte. Les méthodes de recherche statistiques standardisées, qui échouent souvent dans des contextes instables, doivent être adaptées afin de prendre en compte les déplacements de la population, les difficultés d'accès et l'évolution des risques sécuritaires. De plus, les connaissances locales des acteurs travaillant dans le domaine de l'éducation et de la protection de l'enfance ne doivent pas être compromises par des contraintes méthodologiques et de recherche liées à des normes de recherche occidentales qui peuvent en réalité être inadaptées au contexte à haut risque et aux réalités locales spécifiques. Par exemple, il devrait être acceptable d'obtenir le consentement verbal des participants qui sont anonymisés par les chercheurs afin de préserver leur sécurité, de ne pas nommer les auteurs dans la recherche, dans le processus de rapport, et de ne pas divulguer tous les détails de la méthodologie de recherche lorsque cela pourrait mettre en danger les chercheurs ou leurs partenaires sur le terrain. Les méthodes de recherche innovantes ainsi que la recherche itérative transparente
y compris l'utilisation de méthodes de rappel, d'entretien à distance et de vérification croisée par le biais des médias locaux et de données satellitaires devraient être valorisées et encouragées. Quatrième point, les communautés et des organisations locales de la société civile ont incarné et contextualisé l'expérience de la réalité sur le terrain. Leur implication dans la recherche est essentielle mais sous-financée. Les organisations locales sont les mieux placées pour accéder aux populations touchées et instaurer la confiance. Mais elles manquent les ressources de protection et de reconnaissance. De plus, avec la mise en place de régimes autoritaires qui entravent les espaces publics dans de nombreuses régions du monde et la forte diminution des financements consacrés au développement, de nombreuses organisations internationales annulent les programmes importants et se retirent des zones touchées par des conflits et des crises prolongées. Si les financements internationaux ne parviennent pas aux acteurs locaux, il y a peu de chances que les informations précises et actualisées sur ce qui s'est passé sur le terrain soient collectées. Cinquième point, la crise mondiale du financement, y compris au niveau des Nations unies, menace la continuité des systèmes de surveillance essentiels, ce qui compromet notre capacité à concevoir et à mettre en œuvre des politiques publiques adaptées qui garantissent que personne n'est laissé pour compte. Les politiques de financement pertinentes doivent s'appuyer sur des données et des systèmes de surveillance solides. Mais aucune révolution des données n'est possible si la collecte de données continue d'être sous-financée. La crise de liquidité de l'ONU, ainsi que les récentes coupes importantes dans le financement du développement, ont encore compromis la capacité de nombreux acteurs à collecter et analyser des données. Comme le souligne une note d'orientation publiée le mois dernier par l'INE, l'Education in Emergencies Hub et le Global Education Cluster, les coupes dans l'aide ont eu un impact dévastateur sur l'éducation dans les situations d'urgence. La nature variée des dynamiques de conflit et l'évaluation constante de la situation sur le terrain nécessitent un financement durable assorti de règles de gestion flexibles et adaptables. Il est essentiel d'établir des relations de confiance au fil du temps pour garantir l'accès à des recherches de qualité, en particulier dans les contextes à haut risque où la violence et les tensions politiques dictent le comportement des communautés et alimentent la méfiance et la crainte des représailles. Or, cela est souvent incompatible avec les calendriers des donateurs et les cycles de projets à court terme. Alors, les recommandations d'une action commune. Placer la collecte et l'analyse de données au cœur des politiques éducatives dans des pays fragiles et touchés par les conflits, en veillant à ce que les politiques soient conçues et mises en œuvre sur la base de données factuelles. Veiller à ce que les chercheurs et les organisations de la société civile trouvent un environnement collaboratif qui favorise la collecte et la diffusion indépendante de données. La liberté et l'indépendance de la recherche doivent être reconnues et respectées. Reconnaître et soutenir les méthodologies flexibles adaptées à la situation et à la culture dans les cadres universitaires et les bailleurs de fonds, et encourager les méthodologies innovantes qui garantissent la sécurité de toutes les parties prenantes impliquées dans la recherche, tout en respectant les normes éthiques et épistémologiques alternatives. Veiller à ce que le plaidoyer international inclue des voix et les données des zones sous-représentées, même lorsqu'elles sont fragmentaires. Quatrièmement, veiller à ce que les voix des communautés soient entendues et reconnaissantes, valorisant et facilitant les connaissances et les méthodes de recherche locales, notamment en impliquant les chercheurs locaux et les organisations de la société civile. Renforcer l'engagement à délocaliser l'aide en finançant les organisations locales pour la collecte et l'analyse des données. Enfin, veiller à ce que la collecte et l'analyse des données soient soutenues par un financement continu et durable afin de permettre des recherches opportunes et sensibles, tout en reconnaissant les défis que représente la recherche dans les zones touchées par le conflit. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez trouver le document et toutes les recommandations que nous avons établies collectivement en mois de juillet sur notre site web. Merci beaucoup. Donc, je nous invite tous à continuer ce travail tous les jours avec chaque témoignage, chaque image,
qui ne représentent pas que des informations, mais des vies qui sont mises en dessous dans toutes ces formes, avec la collecte de données, refaire de l'éducation à un endroit sûr, malgré des circonstances difficiles. Donc, merci pour votre temps, pour votre engagement aujourd'hui. Vous aurez l'enregistrement sur le site web de Right to Education. Et après notre événement aujourd'hui, dans les prochains jours, nous avons beaucoup de demandes sur d'autres ressources, donc nous les partagerons. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé sur le chat, participé à ces conversations et j'espère vous revoir à l'avenir. Merci.